institutions nécessaires. Comme l'a indiqué Madame Taubira, la loi qui porte son nom s'inscrit dans une histoire, non seulement l'histoire immédiate qui a conduit au vote de la loi, mais elle s'inscrit dans une histoire qui s'origine dans le premier refus de l'humiliation, de la soumission des esclavisés. Histoire qui se poursuit aujourd'hui avec des pas successifs allant dans la direction de la satisfaction des droits humains fondamentaux de chacune et de chacun dans des sociétés plus justes, plus démocratiques et plus solidaires. Dans mon intervention, il s'agira pour moi de rappeler tout d'abord que dit la loi Taubira et ensuite d'évoquer où en est-on concernant les différents axes contenus dans cette loi. En résumé, la loi comporte 5 axes importants. Premier axe, évidemment, la qualification de la traite négrière et de l'esclavage colonial de crimes contre l'humanité. L'article 1er élément. Deuxième axe, l'importance de la commémoration de la traite et de l'esclavage. Troisièmement, la prise en compte de cette histoire dans les manuels scolaires et la recherche. Et quatrièmement, la mise en place d'un comité pour la mémoire. Enfin, cinquièmement, le rôle que peuvent jouer certaines associations. Où en est-on concernant ces 5 axes? A-t-on franchi des pas significatifs? C'est la question que vous posez. 25 ans après, au fond, quel bilan peut-on faire? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui ont été réalisées? Il me semble qu'il y a eu des avancées importantes concernant ces axes, même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir de façon solidaire dans la direction de la satisfaction des droits humains fondamentaux de chacune, de chacun, dans des sociétés plus justes, plus démocratiques et plus solidaires. Christian Jean-Étienne évoquera tout à l'heure les avancées en matière de programmes scolaires. Quant à moi, j'évoquerai de façon non exhaustive quelques autres avancées relatives aux autres axes qui m'ont semblé importantes. Premièrement, où en est-on en matière de reconnaissance de la traite négrière, de l'esclavage comme crime contre l'humanité? À l'échelon étatique et d'institutions sociales, on assiste à diverses expressions de regrets, d'excuses, de demandes de pardon. Mais il m'a semblé qu'il existe peu de lois nationales qui ont l'équivalent de la loi Taubira. On peut noter par exemple l'existence d'une loi au Sénégal. Le Sénégal a adopté effectivement une loi reconnaissant la traite et l'esclavage par son Parlement le 27 avril 2010. C'est pratiquement le cas unique, je n'en ai pas trouvé beaucoup d'autres, et en lisant cette loi du Sénégal, elle est très semblable à la loi Taubira. C'est un petit peu le même schéma qui est repris et donc
pas dans le même sens. En revanche, plus nombreuses sont les déclarations et résolutions adoptées par des instances à l'échelon international. Donc, quelque sorte, la question que je pose, est-ce que la loi Taubira a fait école? Est-ce qu'elle a été suivie? Donc, au niveau étatique, très peu d'exemples. En revanche, il existe davantage d'exemples que je vais évoquer ici. Plus nombreuses sont les déclarations et résolutions adoptées par des instances à l'échelon international. Par exemple, la déclaration et le programme d'action de Durban du 8 septembre 2020. Donc, pratiquement la même année que la loi Taubira, il y a eu une réunion organisée par les Nations Unies en Afrique du Sud, donc à Durban, très symbolique, dans la ligne de la lutte contre le racisme et ses conséquences. Et à cette occasion, a été adopté dans la résolution, dans la déclaration finale, un texte reconnaissant que la traite négrière et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité. Deuxième exemple, la résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 suite au meurtre de George Floyd. Alors, cette résolution, elle a été présentée par un député européen originaire de la Réunion, qui est M. Omar Sy. C'est lui qui a présenté cette résolution. Et elle a effectivement voté par la majorité celle du Parlement européen, et elle reconnaît clairement que la traite négrière et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Et puis également, plus récemment, le 25 mars 2026, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui indique aussi que la traite négrière et l'esclavage sont les plus graves crimes contre l'humanité. Donc, s'agissant de la reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, nous voyons qu'au niveau étatique, il y a peu d'exemples. En revanche, au niveau international, il y a plusieurs résolutions. Alors, ceci dit, à partir du moment où les États ont voté une résolution, on peut considérer qu'ils adhèrent à l'idée, effectivement, qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. Deuxième axe, où en est-on concernant les commémorations? Alors, parmi les avancées, on peut considérer qu'il y a l'organisation de nombreuses dates de commémoration, dont certaines ont d'ailleurs précédé l'adoption de la loi Taubira. Par exemple, s'agissant des journées nationales de commémoration, nous avons le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Le 23 mai, journée nationale à la mémoire des victimes de l'esclavage. Vous voyez là, c'est deux choses qui sont complémentaires. Lorsque on a discuté du fait d'ajouter la date du 23 mai au niveau national, la question que je posais, est-ce que ça n'allait pas faire tout longtemps? En réalité, non. Ce n'est pas exactement le même objet. Le 10 mai, journée nationale de mémoire de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Et le 23 mai, c'est journée nationale à la mémoire des victimes. Donc l'accent est mis sur les victimes. Alors les deux dates sont intéressantes. Et le 10 mai, c'est la date d'adoption de la loi
Et le 23 mai, c'est la date de la grande manifestation qui a eu lieu à Paris et qui a effectivement été l'élément déclencheur pour la suite. Alors, au niveau des journées locales de commémoration, dans chaque pays, chaque territoire, ainsi que outre-mer, a sa propre date. Alors, le 27 avril, Mayotte. Le 22 mai, nous, la Martinique. Le 27 mai, la Guadeloupe. Le 28 mai, Saint-Martin. Le 10 juin, la Guyane. Le 9 octobre, Saint-Barthélemy. Le 20 décembre, la Réunion. S'agissant maintenant des journées internationales de commémoration, nous avons le 25 mars, journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Le 23 août, journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition par l'UNESCO. Je vais essayer. Le 2 décembre, journée internationale pour l'abolition de l'esclavage de l'ONU. À quoi servent les commémorations? Se souvenir collectivement d'événements, de personnes ou de périodes importantes. Préserver la mémoire. Transmettre l'histoire aux nouvelles générations. Rendre hommage à des figures importantes. Renforcer la cohésion sociale et tirer des leçons du passé. Où en est-on maintenant concernant la création du comité pour la mémoire? Comme prévu par la loi Taubira, au nombre des avancées, il convient de mentionner la création de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. La Fondation fait suite au Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Elle a été officiellement créée le 12 novembre 2019. Elle a pour mission la transmission de l'histoire de l'esclavage, la lutte contre le racisme et la promotion du dialogue interculturel. Son président est l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault et la directrice est Aïssata Seck. Où en est-on concernant les programmes scolaires et la recherche? La question sera abordée par Christophe Jean-Étienne dans un court instant. Maintenant, où en est-on s'agissant du rôle des associations? On peut constater que diverses associations sont très actives depuis de nombreuses années en prenant des initiatives pour promouvoir la mémoire de l'esclavage et l'hommage à rendre aux victimes. En dépit de ces diverses avancées, toutes les séquelles de la traite de l'esclavage colonial n'ont pas disparu et appellent à franchir de nouveaux pas. Dans son rapport relatif à propos de la loi, présenté au nom de ses signataires, Mme Christiane Taubira écrivait: la persistance des préjugés de race, dont l'endroit
et l'envers sont le racisme et l'aliénation, la prédominance de structures familiales instables, la fragilité de la cohésion sociale, les crispations identitaires défensives sont le signe hurlant d'une incrustation encore vive de la propagande construite au fin de justifier le système esclavagiste. Est pointée dans cet extrait en particulier la persistance du préjugé nécrophobe, sur lequel il me semble important de nous arrêter un instant. Préjugé encore vivace, sous sa forme largement décrite par bien des études, notamment par Pat Ndiaye dans son ouvrage La condition noire, ouvrage dans lequel il distingue de façon intéressante un sous-produit du racisme anti-noir, qu'il appelle, à la suite de recherches états-uniennes, le colorisme. Il écrit « Être noir n'est ni une naissance, ni une culture, mais le produit d'un rapport social. Il y a des noirs parce qu'on les considère comme tels, mais il existe au sein de cette catégorie historiquement construite des sous-groupes caractérisés par des peaux plus ou moins foncées et qui ont fait l'objet de traitements différenciés. Je propose d'utiliser le terme colorisme, traduit de l'anglais, colorisme pour référer à ses nuances et à une perception sociale. C'est un sous-produit grinçant du racisme. Le colorisme, cette forme particulière de racisme consistant à procéder à une hiérarchisation au sein de la condition noire. Les personnes les plus claires de peau sont mieux considérées que les personnes à peau plus foncée. Ces dernières sont dévalorisées et discriminées, tandis que les premières sont affectivement, professionnellement, socialement mieux considérées, mieux traitées et davantage recherchées. D'où l'utilisation parfois constatée de procédés d'éclaircissement de la peau. Quelle est l'origine du colorisme? Selon Papendia, comme il est désormais solidement établi, la notion moderne de race fut inventée pour justifier des rapports de domination coloniale, en particulier l'esclavage. Et pour comprendre les origines du colorisme, il convient de revenir sur la hiérarchie sociale et de couleur du système esclavagiste. Face à cela, nous sommes engagés dans un processus de construction identitaire permettant de renforcer notre estime de soi et des autres dans une perspective d'ouverture à l'universel, comme l'ont préconisé nos trois écrivains majeurs, pour aimer ses ailes, maintenir le cap sur l'identité. Je vous en donne l'assurance, ce n'est pas tourner le dos au monde, ni faire sécession au monde, ni bouder l'avenir, ni s'enliser dans une sorte de sollicisme communautaire ou dans le ressentiment. Notre engagement n'a de sens que s'il s'agit d'un réenracinement, certes, mais aussi d'un épanouissement, d'un dépassement et de la conquête d'une nouvelle, plus large fraternité. Aimé Césaire, dans le discours de l'année. Pour France Fanon, si à un moment la question s'est posée pour moi d'être effectivement solidaire d'un passé déterminé, c'est dans la mesure où je me suis engagé envers moi-même et envers mon prochain à combattre de toute mon existence, de toute ma force,
pour que plus jamais sur terre, il n'y ait sur terre de peuple asservi. Je n'ai pas le devoir d'être ceci ou cela. Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit, celui d'exiger de l'autre un comportement humain. Un seul devoir, celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix. Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre, qui me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. Fin nom, Benoît Massenon, 1950. Pour Édouard Glissant, autant que jamais des masses de nègres sont menacées, opprimées, parce qu'ils sont nègres, des Arabes parce qu'ils sont arabes, des Juifs parce qu'ils sont juifs, des musulmans parce qu'ils sont musulmans, des Indiens parce qu'ils sont Indiens, et ainsi à l'infini des diversités du monde, cette litanie, en effet, n'en finit pas. L'idée d'identité comme racine unique donne la mesure de laquelle ces communautés furent asservies par d'autres et au nom de laquelle nombre d'entre elles menèrent leur lutte de libération. Mais à la racine unique qui tue alentour, n'oserons-nous pas opposer par élargissement la racine en rhizome qui ouvre relation? Elle n'est pas déracinée, mais elle n'usurpe pas la longueur. Sur l'imaginaire de l'identité racine unique, goûtons cet imaginaire de l'identité rhizome. Édouard Glissant, dans un traité du Dumont, 1997. Ceci participe du processus de la réparation qui consiste à nous reconstruire et à remettre notre pays en bon état de marche, en programmant et finançant des politiques publiques additionnelles aux obligations existantes et ciblées sur les séquelles de la traite et de l'esclavage, comme le préconise Christiane Taubira. L'esclavage raconté à la fin. Processus de réparation mené dans l'Union, à la fois entre nous, mais aussi avec divers partenaires, par exemple, la CARICOM qui a mis en place une commission de médiation. Processus mené solidaire avec toutes celles et tous ceux qui, dans le monde d'aujourd'hui, subissent encore la traite des êtres humains et des formes contemporaines d'esclavage. On peut noter à ce sujet, selon Antonio Guterres, ces fléaux touchent 50 millions de personnes dans le monde et ces systèmes permettent aux auteurs d'engranger des profits annuels de 236 milliards de dollars. La logique d'exploitation et de domination qui a présidé à la mise en place de la traite négrière de l'esclavage colonial n'a pas disparu complètement. Elle écrase encore nos sociétés. Un pas important consiste sans nul doute à lui substituer la logique du développement durable et solidaire déclinée en actions concrètes permettant d'améliorer les conditions de vie de chacune et de chacun, en particulier des plus défavorisés, et en ouvrant des perspectives positives pour les nouvelles générations. Que conclure? Comme l'écrivait
Edgar Morin. L'être humain est caractérisé par ce double logiciel. L'un pousse à l'égocentrisme, à sacrifier les autres à soi. L'autre pousse au sacrifice de soi pour les autres, à l'altruisme, à l'amitié et à l'amour. Notre civilisation tend à favoriser le logiciel égocentrique. Le logiciel altruiste et solidaire est certes partout présent, mais souvent inhibé et dormant. Il peut se réveiller. C'est donc ce logiciel qui doit être stimulé par la réforme éthique. C'est, me semble-t-il, à cette réforme éthique que nous sommes en définitive confiés. Je vous remercie pour votre attention. Donc après cette présentation de M. Joss, on va passer maintenant à l'impact qu'a eu la loi Taubira sur l'enseignement. Donc voilà maintenant 25 ans que cette loi est donc passée et on va voir justement quel impact la loi a eu sur l'enseignement, sur l'éducation de nos enfants, notamment. Monsieur Jean-Étienne. Voilà, merci beaucoup. Donc effectivement, la répartition des tâches avait été vue comme ça. Mais le Joss nous a fait un exposé vraiment intéressant. Je vais toaster comme la dernière fois. Voilà. Je vais essayer de faire. Et effectivement, je vais à mon tour parler de l'impact de cette loi sur non seulement de la traité de l'esclavage. Alors, je vais essayer d'être aussi clair que possible et en même temps montrer l'évolution à la mesure où on n'a pas attendu la loi pour enseigner la traité de l'esclavage. Les anciens qui sont dans la salle, même les jeunes, l'ont fait mieux que ça. Effectivement, cette loi dans son article 1 définit l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité dans la Caraïbe, dans l'océan Indien et aux Amériques. Il n'y a pas de confusion là-dessus. C'est surtout l'article 2 qui nous intéresse, à la mesure où cet article 2 définit le rôle de l'enseignement. Je suis le président du comité de la mémoire qui est né avec cette déclaration ou cette mobilisation pour que l'esclavage soit reconnu que comme humanité. En 1997, avec effectivement Serge Jalon et d'autres camarades, Eric Caméria, nous avons choisi de nous battre. Et effectivement, dans ce comité, au départ, en 1997, il y avait des personnalités de renom, Emmanuel Joss lui-même, qui nous avait préparé un argumentaire pour contrer les détracteurs, parce qu'il y en avait. Beaucoup pensaient que nous n'étions pas historiens, d'autres ont dit qu'il fallait mieux considérer ce crime de lèse-humanité. Et il y avait aussi Patrick Chamanzo, il y avait aussi Gilbert Marot, il y avait aussi Christian Eloa. Et ça a été un enregistrement extraordinaire. Et Mme Taubira elle-même, chaque fois qu'elle le pouvait, participait, grosso modo, tous les 2 mois à nos réunions. Aujourd'hui, donc, quel est l'impact sur nos élèves dans la mesure où ils sont formés à la chose, à l'histoire, et ils ont l'avantage d'être formés aux continuités, aux cultures, aux héritages de l'esclavage, aux inégalités, autant de thèmes qui sont aujourd'hui d'actualité. Et Emmanuel Joss en a parlé, où le racisme y est beaucoup, les inégalités perdurent. Quels sont les enjeux de cet enseignement? Alors effectivement,
Il faut pouvoir décrypter ces enjeux pour comprendre et transmettre aux élèves une méthodologie, un jugement éclairé. L'enjeu n'est pas d'opposer les mémoires, mais de les inscrire dans une histoire commune, enseignée avec méthode et exigence scientifique. Ce travail permet donc de construire une culture commune et de favoriser le dialogue. Je ne vous cache pas que ce n'est pas facile d'enseigner l'histoire de l'esclavage et de la traite. C'est une question sensible, comme ça qu'on dit. Ça dépend du public qu'on a devant soi, mais il n'empêche que tout le monde reconnaît que cet enseignement est fondamental pour comprendre qui nous sommes et pour comprendre aussi les difficultés qu'on a à surmonter. Alors effectivement, cette loi inscrit pleinement la traite et l'esclavage dans l'histoire nationale mondiale et ne doit pas être traitée à la marge. Parce que pendant longtemps, les historiens dénonçaient le fait que l'esclavage et la traite, c'était la petite histoire, c'était pas l'histoire de France. Alors aujourd'hui, la République a reconnu qu'elle a effectivement failli. Il ne s'agit pas non plus d'épisodes marginaux, mais d'un système économique qui a sévi pendant 4 siècles. L'article 2, les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accordent à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent, c'est-à-dire prendre en compte les recherches, prendre en compte les développements pour pouvoir traduire cette histoire savante en histoire enseignée pour nos élèves. Alors, le rôle de l'école est fondamental. Qui mieux que l'école, effectivement, vu la transmission des savoirs et de la formation de l'esprit critique, pourrait permettre, premièrement, de transmettre une connaissance rigoureuse de cette histoire, et deuxièmement, d'aider les élèves à comprendre les héritages qui structurent la société d'aujourd'hui. Et je pense qu'ils sont demandeurs pour essayer, notamment, de les guider. 6 objectifs essentiels sont proposés par l'USCOM. Et l'USCOM, c'est le ministère qui, effectivement, rédige et propose les programmes et les applications. Premier objectif, situer la place de la traite et de l'esclavage dans l'histoire de France dans une perspective longue du 15e à nouveau. On a encore des réminiscences. Comprendre les mécanismes de système globalisé fondé sur l'exploitation de la hiérarchie raciale, Emmanuel Josselin en a parlé, analyser des faits historiques complexes, distinguer mémoire et histoire, s'interroger sur la notion de crime contre l'humanité, développer cette compétence d'analyse critique des sources, des textes, des discours, des politiques, mettre en relation, apprendre à l'élève à comparer et à se faire une idée à partir de tout ça. C'est tout ça l'histoire. Et effectivement, ça suppose une méthodologie rigoureuse. Il s'agit donc, à travers cet objectif, d'accompagner les élèves afin de les construire comme citoyens responsables. Il nous faut féliciter et encourager tous les enseignants qui s'y attellent, de l'école au premier degré, au lycée et à l'université, et pas seulement les profs qui sont âgés. Parce qu'effectivement, on a focalisé le travail suivi par les profs qui sont âgés, mais on se rend compte qu'il y a un travail plus enrichissant lorsque le contenu est transdisciplinaire, interdisciplinaire. Je vais y revenir tout à l'heure. Le rôle de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont a parlé tout à l'heure Emmanuel, est fondamental. Effectivement, cette formation succède au Comité national pour la mémoire de l'histoire de l'esclavage qui a duré de 2004 à 2020, qui fut présidée par Marie Scondé. Elle fut remplacée le 12 novembre 2019 par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dirigée jusqu'à présent par Jean-Marc Ayrault, ancien communiste. Cette fondation joue un rôle fondamental en termes de production, de recherche, d'animation, et jusqu'à présent, elle a joué un rôle complémentaire, utile pour les enseignants et aussi pour le gouvernement, et je veux dire pour la population. Elle a effectivement soutenu des projets de recherche, transmis des documents anciens, elle a développé des éléments de lutte contre le racisme, elle veut promouvoir le dialogue interculturel, et c'est, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, Madame Aïssata Seck, qui est aujourd'hui directrice depuis décembre 2023, elle a succédé à Madame Dominique Jaffin, qui a travaillé à la Martinique. Beaucoup d'activités de cette fondation vont motiver les élèves et les profs. Par exemple, le concours de la flamme de l'égalité, qui a lieu tous les ans,
qui permet à des classes avec le professeur pédagogique de participer sur un projet précis. Par exemple, pour l'année scolaire dernière 2024-2025, le thème c'était résister à l'esclavage, survivre, s'opposer, se révolter. C'était très intéressant parce que les élèves ont découvert que l'esclave n'était pas un être passif, captif. Au contraire, il a eu plusieurs formes de rébellion, de résistance. On a parlé des abandonnements du bétail, mais aussi des abandonnements des maîtres. Les femmes aussi ont joué un rôle fondamental dans ce travail de résistance, car elles avortaient pour ne pas que leur fils naît d'esclavage, parce que c'était vraiment considéré comme un élevage de bétail. On nous a dit qu'on était des meubles, on était aussi du bétail. Et cette flamme de l'égalité a quelque part suscité pas mal d'engouement chez les historiens et chez les profs. Les élèves aussi ont apprécié. Je vais vous citer tout à l'heure un exemple qui est en concurrence. Parce qu'il y a un concours, les projets sont examinés, ils sont classés, il y a la finale. On va en parler tout à l'heure. Alors effectivement, le thème de cette année, c'était femmes en esclavage. Alors là, c'est important parce qu'effectivement, les femmes ont joué un rôle très important dans la résistance, dans cette révolution esclavagiste, à tout point de vue. Au niveau du renseignement, elles jouent un rôle d'espion pour les femmes qui travaillaient dans l'habitation. Elles écoutaient, elles apprenaient à parler sans le kilomètre et elles transmettaient des informations utiles aux mamans. Elles aidaient les mamans en venant effectivement la nuit récupérer des vivres, des aliments, et elles ont eu un rôle fondamental aussi dans, comment je vais expliquer ça, dans le âme, dans la résistance. Et c'était vraiment des femmes courageuses. Alors effectivement, un dossier pédagogique doit être présenté par les candidats. Le comité Dijon-Mauvois s'est inscrit dans cette démarche et a pendant 5 ans présenté aux écoles, au collège, au lycée, un concours Dijon-Mauvois qui consistait à partir d'une plaquette très riche et très scientifique, un thème, c'était l'habitation, c'était les résistances, et les profs et les élèves qui étaient inscrits dans ce concours avaient là la matière première pour travailler, et les questions du concours portaient sur le dossier. Donc c'était facile. Ce concours a duré 5 ans. Il a fait l'objet de récompense, de prix. Malheureusement, le comité Dijon-Mauvois est en sommeil, parce que c'est un travail très lourd. Nous avons l'appui quand même du rectorat, notamment pour imprimer les dossiers, mais vous imaginez le travail qu'il fallait, pas tellement pour corriger les copies, puisqu'on est des profs, on sait faire, mais pour l'organisation. Mais je ne pense pas que ça va s'arrêter. La place des femmes, donc, une histoire longtemps répétée, des sources pour faire émerger la voix des femmes en esclavage, et il y a effectivement déjà des écrits là-dessus. Dominique Bourgeois a publié un ouvrage sur la voix des femmes. Il y a aussi Gilbert Margot, vice-recteur, a publié le rôle des femmes dans la révolution esclavagiste. C'était tout ça pour montrer son importance. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage a aussi un prix de thèse qui chaque année récompense une thèse depuis 2005 sur un sujet en sciences sociales et en humanité, pas seulement l'histoire. Et chaque année, effectivement, le récipiendaire reçoit une bourse de 7 000 €, c'est pas rien, à condition bien sûr qu'il accepte de publier sa thèse. Donc ces éléments-là, ce sont des éléments intéressants de concours pour les élèves, le prix de thèse pour les doctorants et autres universitaires, qui font de cette fondation un outil de travail. Alors, aujourd'hui, on a pas mal de ressources scientifiques disponibles, proposées par la Fondation elle-même, pour enseigner la traite de l'esclavage. Des dossiers, des fiches pédagogiques sont le résultat de recherches réalisées par des enseignants et des chercheurs membres de cette fondation. Et il appartient à l'enseignant de s'en inspirer selon ses choix, selon ses projets, avec ses élèves. Ce travail d'histoire commence en Martinique, bien avant la loi d'Opéra, et s'inscrit dans un contexte particulier.
Là aussi, c'est important. Certains pourraient penser que c'est grâce à la langue qu'on a développé cet enseignement. La prise de conscience de cette question relève effectivement des écrits de François Fanon, des Césaire, où la quête identitaire en Martinique commençait à se développer. Il se trouve donc un mouvement du développement du mouvement anticolonialiste en Martinique dans les années 60, dans les années 70. Vous vous rappelez sans doute des événements qui ont eu lieu, décembre 59, le réseau de 1960, trois fonctionnaires en émettant de force en France, Jean Buffon, professeur de mathématiques, Armand Nicolas, histoire, et Pierre Beauvois, ils ont refusé de partir. Et ils ont effectivement fait preuve de résistance en restant au pays, en changeant de boulot, et ils ont donné un exemple extraordinaire. Il y a eu aussi Lausanne, l'emprisonnement du Conseil des jeunes de Lausanne, organisation de la jeunesse anticolonialiste antilienne. Les trois morts du Lamentin en mars 1961, qui s'ajoutent à ceux du François de 1900, des Grandes Nouvelles, le discours du maire Georges Ancien sur Trenton, et puis les événements de Châtelet sur Singapour. Tous ces événements participent donc à cette prise de conscience. Aujourd'hui, on a effectivement vécu la longue marche du 27 avril au 22 mai. C'était à l'époque où, effectivement, les partisans du 27 avril étaient tout de même des partisans de droite. On connaissait le décret de Chercheur comme fondamental dans la libération des esclaves. Et puis les travaux des historiens ont fur et à mesure montré que les esclaves ont su résister et ont contribué eux-mêmes à la liberté. C'est le travail d'Armand Nicolas notamment. Le 22 mai 2024, c'est autour des années 70 qu'on a entendu ce slogan-là. Le premier ouvrier qui a contribué, c'est Armand Nicolas. Il a publié une brochure, aujourd'hui introuvable, il faut qu'elle mette la réalité, la révolution esclavagiste du 22 mai 1848 à la Martinique. C'est un livre fondamental qui a révolutionné la pensée et qui a permis aux uns et aux autres de s'en accaparer. Les artistes ensuite ont suivi, il ne faut pas négliger le rôle des artistes, qui participent aussi à leur manière à la prise de conscience. Et effectivement, il faut citer Bertin Miron, qui est l'auteur de ce bec marron, que vous connaissez sûrement pour voir en affiche de plus en plus utilisée. Sérigraphie réalisée par Bertin Miron, artiste martiniquais, en 1972, alors qu'il était étudiant à Paris. Donc vous voyez, 70, 72, 80, c'est cette période de prise de conscience extraordinaire. Il y a aussi des musiciens, comme le défunt Joe Desormeaux, qui est le premier chanteur à aborder cette date sur les fonds baptismaux avec son tube VNDD, plus belle date. Les anciens s'en souviennent, je ne vais pas vous la chanter, mais ce que je veux vous montrer, c'est que dans les paroles, il y avait quand même une prise de conscience fondamentale. Il nous dit, il se cherchait, il dit, où tu es en fait, si ce n'est pas terrible, je dis, il est dans ce cas. Il se cherchait, quand le discours et cherchait 27 avril inutile, il faut y avoir une événement pour y faire ça et libérer. À chercher où on s'est carré, où tu es ni opposé et tu es gravier, à chercher aussi un postère. Le moment où il est pour nous faire la vérité, c'est le peuple qui est levé en 1848 qui fait esclavagiste foulé au Pichit. Les Pichit, c'est des petits oiseaux qui, après les construire, font la joie des enfants avec leurs parents à l'époque, à Saint-Paul. Donc, je voulais vous lire les paroles de Joe, parce que c'était quand même pour l'époque important. Retour au pays natal. Tous les étudiants, effectivement, qui à l'époque militaient déjà en France, à la Gênes notamment, sont retournés au pays avec des idées nouvelles, avec des idées qu'on a traitées de révolutionnaires, de gauchistes aussi, et ils ont effectivement contribué à leur manière de la prise de conscience. Un livre d'histoire publié en 1977, toujours la même période, Chimène Bébé, Histoire des Antilles, par Dijon Mauroy. Je fais mon mieux. Et effectivement, Dijon Mauroy, qui a pratiquement chapeauté cet ouvrage, il était dans l'émigration et l'objectif,
en créole était de montrer aux jeunes de l'immigration qu'ils existaient avec un pays particulier. On voit mal le bouquin à gauche, mais effectivement, lui aussi était trouvable. On a vu pour l'eau si on voulait la réalité. Cet ouvrage s'inscrit aussi dans d'autres publications de l'immigration, le journal Joc à Paris en 1975, le journal Bufontaine en Martinique en 1977, rédigé entièrement en créole, avec des collègues comme Nicolas Gérard, comme je dis des noms. Bon, passons. Autant d'éléments qui ont conduit les enseignants à enseigner l'esclavage et la traite, qui ont contribué à la reconnaissance de cette célébration de 22 mai. C'était pas facile, parce qu'effectivement, ils marronnaient dans le programme officiel pour parler de cet épisode. Il y avait l'acteur de l'inspecteur qui, effectivement, n'appréciait pas beaucoup cette démarche. Parfois, ils étaient signalés par le chef d'établissement qui commandait une inspection, mais quand c'était des bons pédagogues, ils avaient toujours, grâce aux outils utilisés, à s'occuper, conjurer les armes, le rayon. Effectivement, il fallait du courage, il fallait de l'audace. Les choses n'étaient pas claires. On a souvent oublié les luttes politiques, les organisations syndicales qui mobilisaient leurs militants. Les profs à l'époque pouvaient faire le 22 mai sur place, dans l'établissement, et en profitaient pour faire des projections de tableaux, pour expliquer aux élèves sur le bureau ce qu'était la traite de l'esclavage, en copiant des documents avec les photos. C'était quand même un acte important. Le 22 mai n'était pas encore honoré, suivi et choqué. De l'audace, il en fallait. N'oublions pas Marc Pulvar, syndicaliste leader de la CCM, qui à l'époque, avec son opération Rideau Baissé à Fort-de-France, il a obligé avec ses camarades, les commerçants, à baisser le rideau. Ça n'a pas plu au début, mais à la troisième année, on a compris qu'il a voulu les baisser. Il faut rappeler aussi l'audace des enseignants qui ont pris le risque d'intégrer dans leur cours d'histoire ces séquences pédagogiques. Et chaque année, comme je le disais tout à l'heure, ils installaient des forums, des débats dans l'établissement. L'espoir de croire en nous-mêmes, un véritable feu à sauter avec la voiture. Effectivement, le 22 mai fut ici au grand état historique pour permettre de nous libérer l'esprit et de croire à la possibilité de construire une identité martiniquaise, un peuple. Il y a eu quand même des éléments positifs en 1990, les revendications du corps enseignant avec des associations comme la DAGM, Association des profs d'histoire de Martinique, qui a publié de nombreux dossiers en réalité. EGIN, Association pour l'enseignement de la géo, de l'histoire, de l'histoire civique, l'UGTL l'éducation, qui a fait aussi pas mal de publications, qui proposait des textes utilisant par les profs et parfois même avec des séquences pédagogiques. Aujourd'hui, de nombreuses publications d'articles scientifiques, d'ouvrages, permettent aux profs, sans difficulté, de trouver de la matière première. En Nicolas, une brochure du premier degré avec le 50e anniversaire réalisé par Serge Ménil, Elisabeth Landy et Madame Amazon, qui était institutrice à l'école normale. Là aussi, ça a disparu, épuisé. Marie-Hélène Léotin en a fait une autre sur la révolution de l'esclavagisme. Tout ça pour dire qu'on a de la matière première aujourd'hui sans difficulté. Je citais tout à l'heure Dominique Roger, c'est pas l'esclave, mais Yann Cotas qui a publié le lexique de réparation de l'esclavage, très intéressant, sur les réparations et nos élèves de la complexité du phénomène. Frédéric Jean, le livre de couleur, les affranchis, les auteurs descendants, Georges Lamouroi, Les Marrons de la mer, c'est un livre posthume qui a été publié après son essai. Il développe le marronnage maritime. Les esclaves partaient sans aucune notion de navigation, sans boussole, pour aller à Saint-Lucie parce qu'ils avaient entendu lire à Saint-Lucie. Et c'était déjà le livre. Et il explique dans ce roman, dans cet ouvrage, toute sa démarche d'historien. Je trouve que c'est pour nous intéressant parce que le lecteur participe à l'ouvrage. Il est acteur grâce à la démarche de Dijon. Il nous paraît, je veux le dire ça, parce que autant de productions qui viennent enrichir le patrimoine, les banques de données numériques, les sites spécialisés, les manuels scolaires, le communauté, effectivement, les éditeurs, aujourd'hui, s'efforcent d'augmenter le nombre de pages qui traitent de ces questions dans les différents manuels.
Mais on peut mieux faire, hein. Il n'empêche que c'est déjà pas mal. 3 étapes dans la volonté d'enseigner l'histoire des Antilles se développent. Comme je disais tout à l'heure, les années 1950, 1960, l'anticolonialisme et la négritude avec les François Fanon et Cornissa font le travail. 1970-1980, on parle d'antillanité et de tête identitaire. Effectivement, ça a été utile. 1990, des communications de corps enseignants avec les associations dont je parlais tout à l'heure. Les programmes qui sont engagés sur le programme de France ne correspondent plus à la réalité. Il fallait effectivement trouver autre chose. Et avec la loi de Mira, on peut se demander qu'est-ce qui a changé. Alors, ce qui a d'abord changé, c'est qu'il y a un verrou qui a sauté. C'est-à-dire qu'on s'est senti libre pédagogiquement. Je disais tout à l'heure que c'est une question sensible. Donc, les collègues qui étaient un peu gênés face à cette question sensible se sont sentis encouragés. Il y a aussi des programmes qui offrent davantage de place à la question de l'esclavage. Le site académique Canawa de Martinique fonctionne avec beaucoup de succès en proposant des leçons, je n'aime pas le mot, réapportées, mais en fait, il y a de quoi travailler et ils sont inscrits dans une démarche de recherche. Les réunions du groupe de recherche et de formation, présidé par l'inspectrice pédagogique régionale, participent à tout ça. Maintenant, dans les programmes, tout est prévu du moyen 2 à la 6e, je ne sais pas si oui, on voit bien. Il s'agit pour le prof d'intégrer dans le programme officiel, on va l'appeler comme ça, le temps des lois, le temps de la révolution de l'Empire, des éléments qui vont permettre à l'élève de montrer qu'il existe. C'est ça en fait le job du prof. Il doit, à partir de ça, trouver un itinéraire pédagogique, une progression, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire comment je progresse dans le programme. La progression, c'est pas la table des matières, c'est simplement une idée, un thème, une problématique que je vais développer à partir des documents que j'ai, et il y en a, avec les élèves, selon leur âge, selon leur niveau, pour effectivement les faire réfléchir. Mais évidemment, c'est à partir de la 4e qu'on est vraiment au cœur du sujet. Déjà, les élèves sont un peu plus matures, et puis deuxièmement, le programme le permet. En 3e, le thème français et français dans une république au conseil est tout à fait d'actualité. Pour le lycée professionnel, ils sont aussi concernés, c'est pas parce qu'ils sont en lycée professionnel, on est discontinu. Et effectivement, il y a de quoi. En CAP, la France depuis 1789 a le prof a le choix de la période qui l'intéresse. Second pour circulation, colonisation et évolution du 15e au 18e siècle. En première pour État et société et réputation du 19e au 20e siècle. Et en terminale professionnelle, la France, l'Europe et le monde depuis 1945. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de document pour enseigner l'histoire de la traite de l'esclavage. Personne ne peut dire que c'est un sujet second. Au contraire, il a de grosses preuves d'exister. Alors, en seconde de lycée, le choix est tout aussi grand. Un nouveau rapport du monde, un temps de mutation intellectuelle. L'État, à l'époque moderne, France et Angleterre, de la puissance esclavagiste. En première générale, l'Europe face aux révolutions, la France dans l'Europe des nationalités, la Troisième République en 1914, en première technologie, l'Europe bouleversée par la Révolution française, c'est l'occasion de parler de la première révolution et de la deuxième. En fait, le prof a le choix selon sa spécialité, et c'est là qu'on peut appeler la pluridisciplinarité. Et c'est vrai, il n'y a pas de raison que l'on fasse en histoire et en géo l'étude de l'esclavage, et pas en philo. Alors qu'en philo, il y a des sujets qui sont tout à fait inscrits dans la même veine. Histoire et mémoire, les profs de philo traitent de cette affaire-là. On a donc de plus en plus compris cette démarche qui est rassurante. On a l'impression, quand je dis ça, de partager. Les profs d'anglais, les profs d'espagnol, on est dans la Caraïbe. On a des voisins hispanophones, anglophones. On a de plus en plus de jeunes scolarisés qui sont effectivement hispanophones ou anglophones qui viennent des pays voisins. On a effectivement besoin d'eux. Il y a aussi des arrangements plus complexes avec le programme plastique, le programme de musique, le tambour belé. On a la jeune historienne de Parenthèse sur effectivement la
place de l'esclavage, donne une chanson antillaise, tout ça nous montre que ça bouge. Alors plusieurs modalités sont possibles. Le prof, soit il fait une séquence complète, sur sa question, soit il fait une étude ponctuelle à partir d'un texte ou d'un corpus documentaire, soit il a un projet interdisciplinaire, comme je parlais tout à l'heure, avec ses collègues d'histoire français, d'histoire de langue, ou bien en préparer une commémoration active. Parce que de plus en plus, il faut que les élèves sortent du collège, de l'établissement, il faut qu'ils soient accompagnés pour lui montrer que ce ne sont pas des histoires qu'on raconte. On a des recueils, on a des traces, on a des lieux chargés de mémoire, on a des lieux d'histoire, mais comme tout s'inscrit dans une démarche scientifique. Alors, les choses ont évolué depuis 2020. Effectivement, la difficulté d'enseigner des sciences sensibles s'estompe grâce à la formation et au corpus documentaire disponible. L'autocensure, qui pendant longtemps a touché un certain nombre de professeurs. Elle existe un peu, mais elle est en voie de disparition. Cette autocensure, on n'est pas à l'aise, on n'est pas formé, on a peur de plaire, il y a des paroles derrière qui respectent, et puis il y a surtout la faible motivation de certains enseignants qui sont écrasés par le poids du programme. Parce que le programme d'histoire est lourd. Alors effectivement, il y a un manque d'engagement. Les élèves le disent, ils voient bien la différence entre X, qui effectivement est motivé avec des documents de cas positifs et des sorties, et puis Y, qui va se contenter d'un cours, on va dire, classique. Certains pensent qu'il leur faut quand même ce qu'on appelle un courage social. On peut en débattre. Ce courage social qui fait qu'on est missionné de travailler avec nos élèves, pour faire des hommes responsables. Ce n'est pas non plus facile. Il s'agit là du rôle important de ce qu'on appelle la motivation didactique. C'est-à-dire cette motivation qui sera transmise à l'élève parce que le prof lui-même, il est motivé, il apporte des cours originaux. Ça, c'est important. L'autre difficulté, c'est la longueur des programmes, la hantise de finir le programme. Je disais à un stagiaire à l'époque, on ne peut pas finir le programme, mais il faut faire le programme. C'est-à-dire trouver dans les différents chapitres un itinéraire. Alors on parle de progression notionnelle, on va choisir des notions. Donc on fait le programme, on ne va pas le finir, on n'a pas les moyens de le faire. En revanche, il y a des contraintes parce qu'il n'y a pas de en plus pour enseigner l'histoire de l'esclavage et la traite. C'est dans le quota de important qu'il faut le faire. Alors, on n'est pas magicien, mais ça suppose une certaine intelligence, une formation pour construire des séquences pédagogiques. Mais c'est faisable. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du groupe de recherche-formation animé par l'inspectrice. Le site académique Kanawa, je vous invite à consulter. Il est vraiment bien fait. Pas seulement pour les profs, mais pour les parents aussi et tout le monde. Vous avez Kanawa dans les modèles de recherche. De plus en plus, les collègues travaillent en visioconférence, parce que c'est moins cher. Il y a eu un séminaire en janvier 2026, il n'y a pas longtemps, proposé par la Fondation pour la mort de l'esclavage, avec des universitaires, Mme Dominique Bouillard, Jessica Pierre-Louis, qui est une de nos jeunes chercheuses, qui a proposé un nouvel itinéraire pour visiter l'appellation Labargie. Avant, l'appellation Labargie était focalisée sur Joséphine et tout ce qui tournait autour d'elle. Maintenant, elle a fait sa thèse sur une recherche, elle a mis en valeur 100 noms d'esclaves qui y ont travaillé, elle a répertorié leurs travaux, etc. Ça change la visite. Ce n'est pas une visite touristique, c'est une visite effectivement riche en histoire. Et puis il y a des sites à découvrir, la sépulture de Lasbélé, l'écomusée de Lasvilliers, bien sûr les lieux chargés d'histoire comme le Cap 110, un bateau aiguillé a échoué et a déversé sa cargaison d'esclaves. Les esclaves décédés ont été enterrés sur la plage, les autres ont été vendus à l'habitation d'Isaac au Diamant tout près, et puis les blancs décédés ont été enterrés au cimetière. Ça en dit déjà long sur cette période. Et puis il y a des visites archéologiques. L'archéologie est aujourd'hui venue au secours de l'histoire de l'esclavage grâce aux découvertes que vous avez formées des cimetières d'esclaves. On arrive à mentir les squelettes grâce aux sciences biologiques, de repérer comment ils mangeaient, comment ils vivaient,
quelle était la part du végétal et de la viande, etc., etc. Ça donne envie de recommencer. Et puis il y a la formation à distance qui est de plus en plus courante. Alors, quels sont les freins à la formation? Alors, il y a la difficulté de libérer les enseignants, ceux qui sont dans la salle pourront le confirmer. À cause de l'emploi du temps, le chef d'établissement va effectivement continuer. Ce n'est pas pour le remplacer les cours. Les collègues remplacent les cours sans difficulté. Et il y a aussi cette fameuse campagne des parents d'élèves. Il y a trop d'heures perdues avec les grèves, avec les absences, et les stages, trop de stages. Quand un prof va en stage, il n'est pas en stage avec ses élèves dans sa tête. Puisque dans le stage, il va effectivement être confronté à des difficultés pour faire résoudre ensemble et il va faire en discuter. Ce sont ses élèves et à son retour va en profiter. Maintenant, tous les parents ne font pas ça, comme ça. Et puis, on veut faire une exclusion, la trésorerie ne va pas permettre de plus. On a peur des accidents, autant d'éléments qui sont les freins à la formation. Et puis, chaque inspecteur a une demi-journée de formation. Une journée aussi de la après-midi. Il se trouve que c'est très difficile aujourd'hui, dans un emploi du temps, de libérer les notifs sont mariés, mais notamment dans les nouveaux programmes d'histoire géo, avec une spécialité, font qu'on ne peut pas toujours trouver cette respiration du volontaire après-midi, notamment les sections d'histoire, géopolitique et sciences politiques, qui méritent effectivement un aménagement assez particulier dans l'emploi du temps. Il y a aussi la pression de la société. On n'a pas le temps de finir le programme officiel et vous parlez de l'esclavage. Pas rien de le faire. Et on a effectivement entendu ça. Ça se fait voir que ça existe quand même. J'avais conseillé à mes stagiaires d'avoir toujours dans le portable les instructions officielles. Quand un parent veut le protester, sortez les instructions officielles, montrer qu'effectivement, ce que je fais dans le programme, je suis autorisé à le faire. Oui, mon fils a déjà vu ça en quatrième. Donc, en troisième, c'est pas la peine. Et puis, en seconde, il a autre chose à faire. Le manque de formation qui, malheureusement, peut être difficile à supporter. Vous faites de la politique à un bon enfant, selon la population du prof, qui, effectivement, s'implique davantage. Il faut noter aussi une certaine lassitude chez l'élève. Il a vu ça en quatrième, il a vu ça en troisième, il a vu ça en seconde, il a déjà été en première, il boit ça. Si je retiens les moyens de relancer la machine avec des démarches spécifiques, effectivement, c'est foutu. Et puis, on est obligé aussi de rechercher des stratégies pédagogiques, de le donner pas trop fort, pour sortir de ce confort. Beaucoup de jeunes robots, j'en ai parlé déjà, beaucoup de jeunes souillés en Guyane, qui marchent très fort. On a une équipe de jeunes profs qui ont installé ça, et qui sont soutenus par la CTG, et ils sont soutenus, c'est-à-dire que chaque année, ils ont une brochure, donc pour nous, qui sert de base de travail, elle est publiée, diffusée par la CTG. C'est quand même formidable. Et puis il y a l'association, vous connaissez sans doute, au niveau de la Caraïbe, qui existe déjà depuis quelques années, qui produisent des vidéos, des capsules, des interviews, des podcasts, pour les élèves, tous les profs, mais pour tout le monde. Là aussi, on annonce des programmes de recherche, vous allez les trouver. Et puis, on a des initiatives, comme récemment, l'installation le 4 mai avril de Puy-en-Côte par le comité de bord de mémoire avec la collaboration de la mairie de Fort-de-France, que j'en profite pour remercier encore. La statue de Trinel, statue de la liberté, commandée en 1971 par Césaire à Coco René-Corin, est vraiment un symbole. On voit une femme qui se bat, elle est armée, elle tient sa fille, mourante ou blessée, et elle a une démarche de combattante. Et l'intérêt de cette statue, c'est qu'elle jure avec le marbre poli. Les autres statues, celle de Chercheur, celle de Joséphine, là c'est du but, c'est de l'acier, c'est un but crépi, et effectivement, c'était bien l'objet de Coco lorsqu'il a réalisé cette œuvre. Alors dans le QR code, on a toutes les informations concernant l'artiste, son style, concernant l'époque, l'histoire, et puis on a le fameux discours de Césaire, prononcé lors de cette inauguration le 22 mai 1971, qui explique
carrefour de trois rues, la rue Anatole France, la rue Patrice Lumumba, assassiné, et la rue de Gérard Mouvet, un des jeunes martiniquais tués lors d'une manifestation étudiante. Ce discours a toute sa valeur, il est encore d'actualité. Et puis, il y a aussi d'autres associations de travail, comme l'Association des Amis des Archives, qui ont publié l'an dernier la déclaration de Husson dans une brochure qui effectivement explique les événements historiques. Et l'intérêt de cette brochure, c'est qu'il y a une carte de localisation des lieux d'histoire, des lieux de mémoire qu'il faut connaître. Donc le prof qui a effectivement ce document-là a des éléments pour organiser une excursion. Et puis il y a un beau travail de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage à l'occasion du 25e anniversaire. Il vient de publier un dossier pédagogique extraordinaire. Là aussi, il est accessible. Alors tout le monde, pas seulement pour les profs, vous cliquez, vous allez sur le site de la Fondation et là-dedans, on a des activités pédagogiques selon le niveau, on a des grilles de lecture intéressantes. Les nouveaux programmes, ils sont en train d'être préparés. Alors là aussi, c'est un moment important pour les profs, mais surtout pour tous ceux qui les préparent, les inspecteurs généraux, etc. Et ils sont en train d'être analysés. On espère que les programmes seront applicables à la rentrée 2027. Il faut un an pour les digérer. Prendront une place plus importante concernant la question de l'esclavage de la traite. Et Jean-Marc Ayrault, qui est vraiment au combat, a déjà adressé une lettre au ministre de l'Éducation pour lui signaler un certain nombre d'anomalies et pour lui dire que pour ces nouveaux programmes, compte tenu des événements, compte tenu de la demande, il faut absolument que dans les manuels scolaires, la question de l'entrée ait une place, comme le dit l'article 2, d'un mérite. Alors, en plus de la connaissance, il nous semble qu'il faut apprendre à aimer l'histoire. Il faut que le prof aide l'élève à aimer l'histoire. Il a tout ce qu'il faut pour ça. Des textes littéraires, des témoignages, des archives, des visites de terrain, des visites des archives. Et c'est là qu'on a besoin du prof de lettres. C'est là qu'on a besoin du prof d'anglais. Il dit comment ça s'est passé à SNC, comment ça s'est passé à l'autorité, etc. Et explorer l'héritage, réconcilier les lettres avec son histoire. C'est ça en fait l'objectif final. De sorte qu'il puisse, à la fin de son cursus, avoir une maîtrise, avoir compris comment ça fonctionne, et surtout avoir construit un esprit critique. Comment le motiver davantage? Une des solutions, c'est passer par l'interdisciplinarité. J'en ai parlé, je vais faire vite. À la philosophie, les profs de philo, eux aussi sont prisonniers de leur programme, mais il faut les convaincre avec des arguments qui en général fonctionnent. Et puis, il y a un exemple intéressant que je vais citer. Le collège de Terreville vient, dans le cadre du concours La femme de l'égalité, construit un projet. Par nous, on voit la prof d'histoire géo, Mme Régis Léger, avec la prof de dessin d'art plastique, Mme Laurier, et le professeur de portugais, Mme Delavedon. Ils ont construit avec les élèves de 3e un projet qui est visible jusqu'à demain aux archives territoriales avec des représentations en carton et l'élève avec une mission de faire parler son personnage dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, les accoucheuses. Et l'élève découvre effectivement que nos esclavisés n'étaient pas seulement des bêtes de somme, et ils étaient des êtres vivants qui effectivement posaient 2-3 petites photos de l'expo. C'est bien, d'autant plus que la mise en scène de cette expo avec l'éclairage rend vivant la posture. Alors il y a les femmes, la marchande, il y a la femme enceinte qui effectivement avait une assoir régulière. Ça fait beaucoup, parce que c'est demain. Ils vont dans les congés, mais vous aurez peut-être le temps. Je ne sais pas si elles sont congés. Alors, à ce moment-là, l'élève est pris en charge différemment. Vous avez vu, peut-être que vous aurez envie de retourner en classe. Quand le prof s'y met avec des idées nouvelles, il y a des visites de terrain, il se sent
pris en charge différemment. Et tous ceux qui, à l'entrée, vous disent, monsieur, j'aime pas les changer, c'est génétique. On n'a jamais fait des vocabulaires avec eux. Il n'est pas de changer. Vers la fin de l'année, vous l'avez consigné avec son mission grâce à la pédagogie et à la motivation didactique. C'est ça le projet interdisciplinaire qui devrait favoriser les choses. Alors, en guise de conclusion, il nous faut former des citoyens responsables, c'est-à-dire enseigner la traite et l'esclavage s'accompagne d'un engagement citoyen, d'une responsabilité éducative, transmettre un savoir fondé sur les recherches historiques récentes, déconstruire les représentations stéréotypées, le colorisme, le racisme et tout ce qui va avec, et puis construire des hommes responsables. La mission n'est pas simple. Il faut effectivement du courage, mais il faut ce qu'on appelle une responsabilité éducative et puis un peu d'engagement de neuf. La reconnaissance de l'esclavage comme une humanité confirme le caractère universel et respectif des atteintes à la dignité humaine. Ça, il faut le dire. On a déshumanisé nos esclavisés. Elle invite à enseigner les valeurs fondamentales de la République, les notions de justice, de responsabilité collective, de droits humains. Surtout ce jour-ci, où en France, ça part en vrille, on mélange tout et il y a une menace de développement du fascisme qui est effectivement réelle. Cette orthographe s'inscrit donc dans le droit français. Elle inscrit dans le droit français une réflexion éthique à portée universelle. Et je suis content parce que Emmanuel Josse, dans son intervention tout à l'heure, a terminé aussi sur l'éthique. Ça reste un élément fondamental. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Mesdames et messieurs, je vous demande de tenir d'applaudissements pour M. Christian Jean-Etienne et M. Emmanuel Josse. Alors, si vous avez des questions, laissez au moins des questions. Qui a des questions? Ah, il y a tout le monde. J'avais une question concernant les lieux de mémoire. On a parlé des habitations, ce sont des lieux de mémoire. Mais si ce sont des lieux de mémoire, comment concevoir que ces habitations soient ouvertes uniquement pour des actions commerciales, industrielles, alors que c'était là des lieux de concentration d'une certaine manière. Pour faire une transposition par rapport à ce qu'on entend depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que nos ancêtres ont été torturés. Oui, et c'est là que nous allons chez le maître pour encore l'enrichir. Alors, je pense qu'il y a, on parle de courage, on parle de déconstruction. Je pense qu'il serait nécessaire d'ouvrir une étude là-dessus pour faire tomber ces bastions. Faire tomber les bastions. Ce sont des propriétés privées. Donc, comme ce sont des propriétés privées, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Par contre, la seule habitation qui nous a avancé, c'est celle de François Jacques, qui effectivement a été achetée par le Conseil général de l'époque, qui a habité des recherches historiques avec comment il s'appelle Greg Passon. Je suis d'accord avec vous. On a encore du travail à faire. Ces habitations sont ouvertes lors des journées du patrimoine. Alors, il faut profiter pour aller faire des photos, des diapos pour les élèves, parce que c'est important. Et en même temps, elles se referment parce qu'elles sont privées. On en a aussi sur la côte atlantique, qui sont très belles. Et effectivement, il n'y a pas tellement de traces de Casa Esclave. D'ailleurs, à l'habitation Clément, qui est celle dont vous parlez certainement, on a transformé. La maison du maître s'appelle la maison principale. Donc il y a une démarche d'effacement qui effectivement est très habile. Hein? Consommation d'alcool, jardin, avec des écoles, c'est magnifique. Mais effectivement, c'est la prise de conscience. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas y aller. Ce serait, à mon avis, une démarche un peu négative. Il y avait cette année l'exposition sur les Caraïbes et les Calénago. Je n'ai jamais vu une expression aussi riche. L'histoire que j'ai faite sur cette question, c'était du wiki. Ça prouve qu'on a de la matière première qu'il faut s'accaparer. Alors j'ai fait toutes les photos que je voulais, puisque c'était libre. J'ai fait des diapos que je vais utiliser avec mes interventions.
l'instant. Il y a des itinéraires intéressants. J'avais proposé à faire une démarche sur le Cap 110, qui est un lieu de mémoire. Alors, il faut faire la différence entre les lieux de mémoire et les lieux chargés d'histoire. Rapidement, le lieu de mémoire, il est reconnu comme tel. Ce sont les habitations. Ce sont aussi les parents qu'on a pu fleurir dans presque tous les carrefours. Le lieu chargé d'histoire, c'est un lieu où il y a eu un événement. Personne ne dit, comme j'ai dit tout à l'heure, un bateau qui fait naufrage, on récupère des esclaves et on les revend. C'est devenu un lieu chargé d'histoire. Charlet, c'est un lieu chargé d'histoire. Dans la mesure, avec les événements de 1914, il s'est passé des choses. Donc, une visite du Cap 110 avec tous les intérêts. Et puis, on traverse par la route qui mène aux Anzarolais, et on va visiter l'habitation Succory. Alors, j'appelle ça l'habitation Cyprien, c'est l'habitation Succory. Mon bureau, l'habitation Succory est fermée. Parce que, comme vous le disiez, elle n'est pas ouverte au public, c'est un lieu privé. Maintenant, il faut faire avec, et à mon avis, c'est un travail qui est en train d'être fait. Oui. Bonsoir. Bon, une première question pour chacun des deux intervenants. Quand vous étiez élève, comment cette histoire vous a été? Est-ce que cette histoire vous a été enseignée? À partir de quand vous avez entendu parler de cette histoire? La deuxième question, plus pour monsieur Joss, qu'est-ce qu'il pense de l'abrogation du Code noir avec son regard en tant que professeur de droit? Et on fait une dernière remarque, il faut saluer cette année, pour l'épreuve anticipée de français, l'arrivée l'étude au bac de français de l'œuvre de Simone Schwarzbart, puis Éventualité du miracle. Il y a peut-être permettre de mieux aborder cette question. L'abrogation du Code noir, c'est ça? Oui, ça paraît effectivement. Oui, ça paraît effectivement une bonne initiative. Effectivement, ce texte, c'était quand même assez curieux qu'il n'ait pas été abrogé. Bon, il n'avait pas en fait d'application réelle, mais bon, qu'il puisse subsister toujours dans l'ensemble des textes encore en vigueur. Il était temps effectivement de mettre fin à cette anomalie. Donc, je pense qu'effectivement c'est une bonne chose. Il y a une deuxième question. Oui, alors, quand est-ce que comme solidarité, quand est-ce que j'ai entendu parler de l'esclavage? Ouais, alors, en occasion. Alors, j'ai cherché déjà, dans mes souvenirs, dans la mémoire, il me semble que c'est en 5e, avec Édouard Lelépine, c'est pas par hasard. Lorsqu'il avait fait l'esclavage roumain, il était très fanatique des stratégies de César. Il avait des petits soldats. Enfin, bref. Et donc, à l'occasion de cet esclavage roumain, il a parlé de l'esclavage. Aux Antilles, il a parlé de la traite, mais, comment je vais dire ça? C'est pas un jeu dont on peut parler parce que c'est un bon prophète. Et puis je me souviens, en seconde, on en a parlé, mais en seconde, j'avais un prof de géographie. Et c'est à cause de lui que je suis devenu géographe.
Parce que je suis géographe, je ne suis pas historien. Enfin, j'enseigne l'histoire, et c'est lui qui m'a donné envie de faire de la géographie. Donc ça veut dire que j'avais déjà parti pris. J'ai parlé de motivation didactique tout à l'heure. Il était plus motivé didactique, ça c'est autre histoire. Et puis en terminale, on a parlé d'esclavage avec le père qui me faisait fille. Non. Ménil. J'avais beaucoup de chance. Il y avait 3 terminales au lycée. Il y avait René Ménil. Il y avait. Voilà que je dis. Bon, bref, René Ménil, c'était le meilleur. Parce qu'il y avait une démarche vraiment extraordinaire. Les autres étaient séduits par. C'est pas lui. Mais avant ça, j'avoue, si c'est l'objet de la question, on n'enseignait pas ça à l'histoire. Et j'ai eu mon ancêtre Gaulois. J'avais une photo d'une pleine plage avec des cheveux dorés. Oui, j'ai eu ça. Bon, ben, on en est sorti. Voilà. Oui, bonsoir. La loi Taubira condamne l'esclavage sans désigner le criminel. L'esclavage reste cependant le corollaire de la colonisation. Pourquoi cette loi ne criminalise pas également la colonisation? Enfin, le savoir du colonisateur libère-t-il vraiment le colonisé? C'est ça ma question. Merci. J'ai pas bien entendu la deuxième partie. La question, le savoir du colonisateur. Le savoir du colonisateur libère-t-il vraiment le colonisé? Alors on est en philo là. Oui, vous avez raison, on a fait que la philo a sa place. Les premières questions, c'était. Est-ce que vous pouvez rappeler les débuts de questions? Criminel, on n'a pas. La loi Taubira n'a pas. Colonisation. On n'a pas puni en quelque sorte la colonisation et le criminel, c'est-à-dire l'esclavagiste. Pourquoi? Personnellement, je vais simplement parler plus précisément des réparations. Il y avait un article prévu dans la loi Taubira sur les réparations qui n'a pas été retenu. Il n'a pas été voté, il n'a même pas été publié. Et c'était déjà un signe que cette loi posait problème. Alors aujourd'hui, on dit que c'est une loi mémorielle, qu'elle n'a pas valeur d'être un peu par l'utiliser pour condamner, etc., etc. Le seul avantage qu'on y trouve, c'est qu'elle existe. Maintenant, dans son application, en son âme et conscience, on fait ce qu'on veut avec. Personnellement, en tant que prof d'histoire-géo, je suis bien content parce qu'on a souffert mentalement, physiquement, à l'époque où j'étais clandestin et que je faisais des cours d'histoire sur l'esclavage et la traite, clandestinement, comme le baron. On parlait de baronnage pédagogique à l'époque. Maintenant, la France qui a été la première puissance à avoir voté l'esclavage comme contre l'humanité, c'est pas rien. Je ne vois pas la question. C'est pas rien d'avoir voté effectivement cette loi. Eh bien, ne voilà-t-il pas qu'en mars, elle refuse, elle s'abstient à l'ONU parce qu'effectivement, on proposait que. Elle ne sait plus non, la hiérarchie. Elle a peur de la réparation. Et effectivement, même si Macron s'est permis de dire effectivement, il a intégré le mot réparation de son vocabulaire, c'est comme le président qui, au milieu avait dit qu'il voulait rembourser la dette d'Haïti. Et puis en Haïti, dans l'avion, on lui a mis une bêtise pour voir ça. Et il a dit aux Haïtiens, c'est une réparation morale. Donc la question est d'actualité. Je n'ai pas forcément la réponse. Parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Ah bon? Vous n'avez pas répondu à ma question. Je disais pourquoi la loi Taubira ne désigne pas le criminel, puisque s'il y a un crime, il y a un criminel. Et puis, l'esclavage, c'est le corollaire de la colonisation. Sans colonisation, il n'y a pas d'esclavage. Attendez, donc pourquoi on ne criminalise pas également
jouer, de tourner autour du pot. On dirait que notre histoire devient un fonds de commerce pour faire valoir certaines personnes. Mais pendant ce temps, le temps passe, notre jeunesse s'en va, notre pays dépérit, et on évite l'essentiel. L'essentiel, c'est la décolonisation. Alors, je ne suis pas député, je n'ai pas participé au vote de cette loi. Mais comme je dis, d'après ce que je sais, l'article sur l'épuration a été supprimé. Ça veut dire que déjà à l'époque, il y avait une répression envisagée. Maintenant, pourquoi l'autre ne précise pas ça? Mais parce que les députés qui l'ont voté ne l'ont pas inscrit dans le texte. Comme voulez-vous que je vous dise? Maintenant, tout le monde sait que la colonisation, l'esclavage, le racisme, ils sont liés, puisqu'on nous a déshumanisés. Et aujourd'hui, le travail qu'on fait là, aujourd'hui, il y a cette conférence, demain avec les élèves, s'inscrit dans une démarche de libération mentale, de libération psychologique. Maintenant, Macron avait quand même dit en Algérie que la colonisation c'était un crime contre l'humanité. Ça va coûter cher. Mais il a dit. Donc, quelque part, on s'en brille. C'est pas suffisant. Mais ça n'a pas été suivi des faits. Ça n'a pas été suivi des faits. C'est pas suffisant. Ah non, c'est pas suffisant. C'est pas Ce suffisant. sont des mots. Oui. Nous sommes tout à fait d'accord que l'esclavage c'est une abomination. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que lorsque les maîtres, parce qu'il y a des maîtres qui libéraient leurs esclaves, et les esclaves libérés, la première chose qu'ils faisaient, ils avaient acheté des esclaves. J'ai lu, ça m'a interpellé, je me suis dit, mais vous avez été esclave, on vous a libéré, et vous avez acheté des esclaves pour vous comporter comme des anciens maîtres. La première chose qu'il faisait, je ne suis pas sûr que c'était la première chose qu'il faisait, mais c'est vrai que les anciens esclaves ont effectivement été coupés d'esclaves, le célèbre en était. Maintenant, il y a un contexte, comment je vais dire ça, économique, structurel qui pouvait le justifier. Maintenant, le même esclave, c'est lui qui fouettait son propre frère dans la fameuse épreuve de la plus terrible. L'esclavité était en quoi? Et maintenant, l'esclavité fouettait. Et plus tout ce que je n'ai pas dit, qui était atroce, comme vous avez dit là longtemps. Donc, c'est une réalité qu'il faut analyser et qu'il faut effectivement justifier selon l'origine peut-être sociale de l'ancien esclavisme. Je ne sais pas. Je parle suffisamment fort. Parce qu'on entend très très difficilement les bruits de mots par-ci par-là. Je ne sais pas trop. Je suis désolé, je suis arrivé bien tard, mais je ne fais que faire un peu ce que je peux. La seule et unique réponse à tout ça, c'est la décolonisation. Et jamais on en parle. On n'y arrive pas. Nous sommes en train de passer, enfin nous sommes dans la même situation aujourd'hui que le peuple kanak. Aujourd'hui, aucun recensement n'est fait, ni par la couleur, ni par l'origine, ni par la culture, ni du tout. Nous ne sommes pas les peuples premiers, donc nous ne sommes pas intéressants, c'est sûr. Alors, comme disait Ibis, l'avocat Bélia, il faudrait se réindigéniser, pouvoir se réapproprier notre culture, notre terre, la revendiquer, mais qui est prêt à quoi? Qui est là, dododo, sur les Martiniquais? Nous sommes noyés là maintenant. Nous sommes encore pires que les Kanaks, parce que comme je vous ai dit, on respecte les Kanaks parce qu'ils sont sous terre maintenant. En tout cas, la majorité des peuples de Mali sont sous terre. Donc on peut faire des musées, faire plein de choses. Nous sommes là, nous sommes des macaques. On fait du cinéma. Alors on parlera de... Quoi? Qu'est-ce qu'on a dit là encore là pour le truc de Colbert là? On ne parle pas de Colbert. On regarde le statut éternellement, parce que ça nous dérange, comme tous les autres. Et puis l'abrogation, c'est une vaste blague, se moquer les gens. On n'arrête pas de se foutre de notre gueule. Excusez-moi, l'abrogation c'est quoi? Tout le monde sait pertinemment, je n'y connais absolument rien de droit. Mais dit-on que l'abrogation c'est quand on reconnaît une loi. On lui trouve une légitimité. C'est donc que la fameuse
la colonisation sur les crimes contre l'humanité. Et on abroge une loi qui est là, dans un coin, on n'a rien à faire de tout ça. Parce que de toute façon, il fallait bien annuler ou dire, je ne sais rien. Mais en tout cas, dire quelque chose pour ça. Là maintenant, on abroge, on est content. Là même qui pleure. Mais ça, soyons sérieux. On se fout de nous. Où sont les Martiniquais? Où sont les Guadeloupéens? Où sont-ils? Aujourd'hui, tout le monde arrive dans ce pays-là, colonise le pays sans aucun problème. De toute façon, on ne pourra rien dire puisque nous ne sommes personne. Qu'est-ce qu'on a revendiqué depuis? Je ne suis pas personne. Je fais mon travail comme je peux. Je crois à un certain nombre de valeurs que je développe autour de moi, que j'ai transmis à mes étudiants. Maintenant, la chose n'est pas facile. J'ai volontairement fait l'historique des années 60, 70, 80. Il y avait une prise de conscience. Tous les étudiants autour du pays, ils essaient de développer. Ils ont inscrit des groupes comme le GAP et autres 70 pour travailler avec les paysans, les agriculteurs. C'est eux qui ont fait février 74. Et ben voilà. Ça n'a pas donné sur les CPV, mais ils ont quand même essayé. Donc, au lieu effectivement de rester au niveau de la parole, il faut continuer, comme je disais tout à l'heure, former des hommes responsables. Peut-être que dans 10 ans, on aura, grâce au cours d'histoire en géo et au cours sur l'esclavage de la traite, permis à ces jeunes de se réveiller, de prendre conscience qu'ils existent, qui n'ont pas effectivement d'autres poisons, comme le portable et tout ce qui va avec, comme je veux dire ça, la négation, du négationnisme, avec effectivement la négation. Tout ça c'est important. La presse a sa place aussi dans ce travail. Je n'ai pas la réponse que tu attends, malheureusement, mais j'ai ma réponse à moi. Très bien, merci beaucoup. Il est 20h. Merci beaucoup à tous d'avoir été des nôtres. Merci encore à M. Jean-Chen et à M. Joss pour leur participation à cette conférence. On a eu des réponses, des fois on n'a pas eu les réponses qu'on voulait, parce que effectivement l'histoire reste encore à être écrite, en réalité, l'histoire est à faire. Ouais, c'est un pas, petit pas. Petit pas. Juste vous donner le programme des prochains jours. Je sais que vous attendez ce moment avec impatience. Vous dire que la semaine prochaine, le 11 juin, bon, ça c'est exceptionnel, nous aurons la chance d'avoir Marc Etrich, qui est le président de la Cour d'assises de Martinique, qui a écrit un livre qui s'appelle De Aubéry à Nicaire, chronique d'une justice coloniale. Pour des pays des procès, pour voir les puissants.